Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'assister à cette table ronde sur le cannabis. Alors, nous n'allons pas vous parler du petit joint pour se détendre, mais bel et bien de cette plante qui aurait donc des vertus thérapeutiques et à propos desquelles donc se développent de très nombreuses recherches. Donc, quelle maladie le cannabis va permettre de soigner? Où en est la recherche exactement? Je vous propose donc d'aborder toutes ces questions avec nos spécialistes et d'accueillir donc le docteur Patrick Gignès, donc, qui est chef du service antidouleur au CHU de Montpellier, responsable de l'enseignement de la douleur aux professionnels de santé de la faculté de médecine. Vous êtes l'auteur également de très nombreux ouvrages, dont l'éducation thérapeutique des patients douloureux chroniques. Et je vous demande également donc d'accueillir Jean-Luc Gonel, directeur de la Business Unit Épilepsie, donc du laboratoire GW PharmaJazz. Et ces échanges vont être animés par Jérôme Béglé, donc directeur adjoint de la rédaction. Donc, messieurs, prenez place. Et donc, je vous propose de tout découvrir sur le cannabis. Et en premier lieu, faut-il l'appeler thérapeutique? Mais je laisse Jérôme mener les échanges. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous. Alors bon, attention au sujet, non pas dangereux, mais qui fait beaucoup parler. Le cannabis, ses dérivés. Première question, peut-être pour vous, Monsieur Gonel. Est-ce que le cannabis ou des dérivés du cannabis peuvent être une alternative thérapeutique? Est-ce qu'il existe des vrais médicaments? Quand je dis vrais médicaments, c'est des médicaments qui ont une autorisation de mise sur le marché à partir de ces dérivés de cannabis. Oui, tout à fait. C'est ce qui a guidé la création de notre laboratoire biopharmaceutique, donc GW Jazz Pharmaceuticals. On a en fait deux neurologues qui, au départ, ont été dans la situation d'aider des patients qui avaient des pathologies qui étaient maltraitées et qui utilisaient du cannabis illégal. Donc, ils ont eu l'idée, à ce moment-là, de créer, pour aider ces patients-là, des médicaments à base de cannabis. Donc, c'était vraiment intéressant. Avec toujours dans la notion de médicament, il faut bien retenir trois notions qui sont très importantes. D'une part, la qualité même du médicament, donc dans sa formulation pharmaceutique, pour être sûr d'assurer un dosage qui soit donné aux patients, qui soit fiable, à la fois pour le médecin et pour le patient. Là, cette notion de qualité est très, très importante. Ensuite, d'en connaître l'efficacité, donc qu'on mesure au travers des études cliniques. Et puis, la sécurité, c'est ce qu'on appelle, nous, la pharmacovigilance, où on va suivre vraiment le devenir du médicament tout au long de sa vie. Voilà. Et donc, c'est possible avec des molécules qui sont extraites du cannabis. Patrick Gignès, vous confirmez, il y a des bénéfices reconnus pour le cannabis ou les dérivés du cannabis? Oui, bonjour. Oui, il y a des bénéfices reconnus, mais ils sont modestes. Je veux quand même le dire dès le début, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas un médicament qui va révolutionner. Ce qui est révolutionnaire, c'est peut-être ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il va falloir pour ce produit, qui contient donc, dans le produit dont on parle, on contient deux formules. Le CBD, qui maintenant, ici autour du théâtre, il y a une vingtaine de boutiques déjà qui vendent du CBD et vous pouvez l'acheter. Quelques gouttes, bon, c'est pas très efficace. C'est plutôt. Vous déconseillez pas? C'est pas du tout que je déconseille. Je pense que c'est une forte tisane, voilà, avec parfois des effets psychotropes, mais très légers, donc c'est pas très dangereux. Et puis il y a le THC, et tout ça, ce sont des extraits du cannabis sativa, d'une forme de plante. Alors ce qui est original, c'est qu'on a découvert que cette plante avait un pendant, un miroir à l'intérieur de notre corps humain qui contenait des mêmes produits que la plante, les cannabinoïdes, endocannabinoïdes personnels, et aussi des récepteurs à ce produit. Donc la recherche va être certainement avec des développements très intéressants. Mais pour l'instant, à part ce que vous faites dans votre laboratoire, il y a peu de validation scientifique pour l'efficacité de ce médicament qui est très modeste. Alors il y a quelques indications particulières dans les douleurs neurologiques, des douleurs neurologiques comme la sclérose en plaques, des douleurs d'épilepsie, là où vous avez beaucoup travaillé, de l'enfant, qui résistent à beaucoup de traitements et qui parfois sont améliorés par ce produit à faible dose. Mais c'est surtout les maladies qui ont altéré le système nerveux et avec un impact sur le plan psychologique. Et là, on trouve des patients qui parfois sont améliorés. Mais dans les études en double aveugle, comme on dit, on est très limité. Par exemple, la fibromyalgie, où tout le monde veut essayer le cannabis et le THC, toutes les études sont quasiment négatives.
Le seul endroit où le patient est satisfait, c'est qu'il y a un effet un peu anxiolytique, un effet somnifère, donc il a un sentiment d'apaisement. Mais quand on fait des études en double aveugle, c'est-à-dire comparé avec du placebo, on n'a presque pas d'efficacité. Donc il faut quand même modérer l'efficience de ce produit, même si la recherche va développer, la pharmacologie va s'affiner, et on risque d'avoir des nouveaux progrès. Mais c'est un peu comme la morphine. On a découvert, grâce à des plantes, l'opium, que la morphine était aussi endogène, qu'il y avait des récepteurs. Et donc, c'est l'avenir qui sera certainement très producteur de molécules spécifiques. Alors, avant de parler des expérimentations, M. Gonel, bon, il a un peu touché les enthousiasmes, votre voisin. Non, il a bien précisé que dans certaines indications, il y avait un intérêt particulièrement intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cannabis, il y a à peu près 500 molécules. Donc, vous voyez, on est loin, vraiment très loin d'avoir tout étudié dans le cannabis. Donc nous-mêmes, on s'est consacré plus à des épilepsies rares où il y avait vraiment un besoin médical non satisfait. Donc l'objectif était vraiment d'apporter une aide à des patients dans une situation désespérée, comme on dit, en impasse thérapeutique. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et donc oui, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour connaître l'intérêt des composés du cannabis, qu'on appelle les endocannabinoïdes, les phytocannabinoïdes, pardon. Et donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous, on y travaille activement et on a encore d'autres développements dans ce domaine-là. Je pense aussi que les laboratoires ont un changement complet de paradigme à proposer parce que ce produit a des variations d'efficacité en fonction des dosages. La quantité du produit, un peu comme l'insuline et le diabète et le sucre. Il faut adapter la posologie d'insuline au sucre. Eh bien, c'est pareil, il faut adapter la sensibilité du patient avec la quantité de produits cannabinoïdes. Et dans ces produits, j'ai parlé déjà du CBD, qui est assez modeste, et du THC, qui est le principe le plus actif. Et là, c'est pareil, on va avoir des produits souvent qui associent les deux pour avoir une efficacité avec moins d'effets secondaires. Mais le pourcentage de chacun de ces produits est très variable. Donc, on va en parler dans l'étude expérimentale, mais chaque patient a une réactivité unique à chacun de ces produits et à la concentration variée de ces deux produits. C'est ça qui rend complexe pour la pharmacie et pour les industries d'adapter un médicament qui va être à la carte, j'allais dire. Presque à chaque patient, il faudra un dosage particulier. Alors, vous avez tous les deux parlé des douleurs et que ce médicament pouvait calmer ou soigner des douleurs. Est-ce qu'on peut estimer en France la proportion de ceux qui souffrent de douleurs chroniques ? Alors c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a un engouement du public. C'est que le nombre de gens atteints de maladies douloureuses chroniques, c'est-à-dire qui durent plus de 6 mois et qu'on n'a pas de solution, est énorme. C'est 17% de la population en Europe. Ah oui, c'est considérable. C'est considérable. Alors si on fait un micro-trottoir, c'est 30%, mais en fait de gens vraiment handicapés par la douleur chronique, c'est-à-dire qui résistent, leurs migraines résistent, leurs lumbagos résistent, leurs zonas douloureux résistent, les amputations laissent des douleurs de membres fantômes, et les scléroses en plaques ont des problèmes, les hémiplégies, c'est des douleurs très complexes à traiter. Alors parfois, le cannabis, dans ces situations, gagne quelques pourcentages d'efficacité. Donc c'est là où l'expérimentation a été proposée, c'est que ces sujets de façon compassionnelle qui n'ont plus rien à proposer, tous les médicaments ont été en échec, la proposition de ces nouvelles classes pharmacologiques est intéressante parce qu'elle a une action aussi psychotrope. Surtout le THC a une action psychotrope. Alors il faut aussi modérer l'intérêt parce que ce côté psychotrope, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mal réagir. Et je prends souvent comme exemple à l'alcool. Vous savez qu'il y a l'alcool gai. Les gens sont contents quand ils boivent quelques verres. L'alcool triste, des gens qui s'endorment au 3e whisky, je ne sais pas ce que... Et puis il y a l'alcool méchant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le cannabis est un peu pareil. Il y a des gens qui vont très mal supporter les premières doses. Donc il faut être prudent et donc l'accompagner. Et là, la pharmacologie, les laboratoires, les médicaments, les infirmières doivent pouvoir un jour accompagner ces produits quand ils seront un peu plus libéralisés. Pour finir sur la douleur, on dit que la France a assez tardivement pris en charge la douleur dans les maladies. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est pas trop vrai. Bon, toute la population du monde entier a été dans la recherche de progrès médicaux. Ces progrès ont été acquis. On pensait qu'avec les progrès médicaux, on allait faire supprimer les douleurs. En fait, il y a toujours une douleur résiduelle. Donc, la France a malgré tout beaucoup formé les médecins sur la douleur. On a maintenant l'équivalent pour la morphine. On est équivalent dans le monde. On a une très bonne quantité de couverture. Il faut toujours affiner. Les gens ne sont jamais satisfaits, c'est sûr, parce que le besoin et le désir des gens est toujours en augmentation. C'est normal, ça, un petit peu. Donc, on court derrière toujours l'amélioration et la satisfaction des gens. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a une demande importante de nouveaux produits. Mais il faut être modeste dans les succès qu'on risque d'avoir avec cette nouvelle classe d'endocannabinoïdes et de cannabinoïdes exogènes. Alors, à propos de nouveaux produits, parlons justement d'expérimentation. Monsieur Gonel, est-ce que vous développez d'autres médicaments? Est-ce que vous explorez d'autres terrains? Où vous en êtes dans des mises sur le marché, dans les expérimentations, dans les tests?
Oui, bien sûr, on travaille non seulement sur le cannabidiol ou d'autres cannabinoïdes dans des domaines assez voisins, toujours dans des épilepsies rares. Là, il y a vraiment des besoins importants pour les patients comme pour les médecins, mais aussi dans des domaines psychiatriques où il y a un intérêt vraiment majeur. Alors, il y a d'autres cannabinoïdes à étudier, donc comme je vous le disais, il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là pour vraiment faire. Nous, on fait du médicament. Hein, c'est ça l'idée. Vous avez des médicaments dans les tuyaux, si j'ose dire, qui pourraient être mis sur le marché prochainement? Alors, dans les tuyaux, pas encore. On est plutôt ce qu'on appelle, nous, en phase 2. Donc, Oui. on va passer dans les phases 3. Mais des nouvelles indications dans les épilepsies rares, d'autres épilepsies rares aussi, où il y a beaucoup de patients en impasse thérapeutique. Donc, dans ce domaine-là, il y a énormément à faire. Vous disiez tout à l'heure tous les deux qu'on était vraiment au début de la connaissance Oui, de ce que tout à pouvait fait. nous apporter le cannabis. Vous estimez quoi? Vous pensez que c'est un matière, un secteur porteur vraiment de grands espoirs, ou vous êtes plus prudent? Ben, moi, je pense que dans les 20 ou 30 ans qui viennent, voilà, il y aura beaucoup de nouvelles connaissances qui seront acquises sur différentes molécules qui sont disponibles dans le cannabis. Donc c'est là où il y aura vraiment des progrès. Mais vous le savez, développer un médicament, ça prend environ 10 ans. Donc c'est pas simple, c'est pas du jour au lendemain. Je pense en effet qu'il y aura des progrès sur le plan pharmacologique et sur le plan de la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau. Parce que ces produits, en fait, ont une action sur des récepteurs qui sont partout dans le cerveau. Alors, les récepteurs, il y en a de deux types, CB1 et CB2. Le CB1 est très central dans l'axe médulaire et le cerveau. Et celui-là, c'est lui qui a une action psychotrope, parfois positive, parfois négative. Et puis, il y a des récepteurs un peu partout. Le CBD, lui, il y a des récepteurs un peu plus périphériques et sur l'immunité. Donc, on s'aperçoit que ce produit, il y a des recherches énormes à faire dans beaucoup de secteurs. L'oncologie, Oui. l'infectiologie, bien sûr la psychologie aussi, avec cette ambiguïté. Le produit est à la fois parfois excitant sur certaines personnalités et parfois très sédatif sur d'autres personnalités. Et donc il faudra affiner sur quel type de profil psychologique le patient va être amélioré ou dégradé ou même altéré. N'oubliez pas que ce produit quand même baisse la mémoire, baisse la concentration, baisse les capacités de conduite. Et moi qui suis anesthésiste, on a des fois des soucis chez les gens qui fument beaucoup du cannabis récréatif ou excessif, avec des problèmes d'addiction et des problèmes aussi de On parlera de la fumette plus tard. oui. Mais des problèmes d'addiction qui fait que quand on fait une anesthésie, on ne sait pas comment ils vont réagir neurologiquement. Donc vous voyez, il y a un impact complexe. Donc on ne peut pas dire ça va être la panacée, ça va être facile à utiliser. Jérôme, oui, peut-être une question, si vous me le permettez, au docteur Bien Giniès. sûr. Qu'en est-il de la gériatrie? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'espoir aussi dans ce champ avec des patients qui sont polymédiqués. Donc là, typiquement, on n'est pas dans le profil que vous venez de décrire. Donc est-ce que l'espoir ne va pas d'abord... C'est intéressant ce que vous dites parce que c'est la difficulté parfois de dire est-ce que le cannabis sera toujours un produit indication médicale ou indication de confort. Absolument. On a déjà ce premier exemple de réponse avec les soins palliatifs, où on s'est aperçu qu'il y avait un bénéfice validé, modeste mais validé, et peut-être une substitut avec, quand on est en fin de vie, on a des souffrances dépressives, anxiolytiques, insomniaques et des douleurs physiques. Et des fois, ce produit permet une espèce de lissage de tous ces facteurs et de moindres médicaments complexes qui peut être remplacé par des posologies adaptées au cannabis, au THC, CBD, mixtes souvent. Hein. Donc, c'est peut-être la même chose qui se passera pour les gens qui ont des arthroses, qui ont des difficultés de vie au quotidien. C'est pour ça que quand on va libéraliser ou prescrire du cannabis thérapeutique, et c'est ce qu'on voit au Canada, c'est qu'on a des gens qui disent le samedi, je vais prendre le produit que j'ai pris dans la semaine pour mon arthrose, vous voyez, pour ma douleur neurologique. Donc ça sera plus difficile, je pense, de séparer la notion de cannabis pseudo-récréatif et du cannabis vraiment médical. Voilà. Concrètement, au CHU de Montpellier, vous utilisez ces produits-là de façon intensive, en tout cas de façon régulière? Donc, on s'est inscrit dans le protocole national d'évaluation pour Oui. 3000 patients. Alors, il y a une trentaine de centres en France, et donc plus que ça même. Et Dont le CHU de Montpellier. Le CHU, on a une dizaine, quinzaine de patients en cours d'expérimentation dans ce cadre très précis qui vise surtout à voir comment on va dispenser ce produit. Alors, pour l'instant, C'est des patients plutôt jeunes, plutôt âgés? on a tous les âges, de 30 à 70 ans, mais l'indication aussi est variée. On a quelques fibromyalgiques qui ont été soulagés, mais on ne va pas généraliser. On a beaucoup de douleurs de sclérose en plaques, donc pathologie complexe, neurologique, où les filets nerveux sont abîmés, et là, il y a un impact intéressant.
Certains patients vont réagir très positivement, mais on s'aperçoit que c'est peut-être parce qu'ils étaient contents dans l'attente extrême de ce produit nouveau. Et peut-être qu'il va y avoir une espèce de déception quelques mois après. C'est toujours le côté nouveauté. Mais aussi 2 patients sur 10 qui n'ont pas toléré, n'ont pas accepté. Donc un produit qui est refoulé 2 fois sur 10 est un produit qu'il faudra donc contrôler, vérifier, pas laisser en dispensation trop libre. Moi, je pense que tout ça, ça m'amène moi à une réflexion sur les termes qu'on utilise. Aujourd'hui, bon, parler d'un cannabis médicament, là, on est clair sur ce dont on parle. Quand on commence à parler de cannabis à visée médicale, cannabis médical, cannabis thérapeutique, et là, chacun met un petit peu ce qu'il veut dans le contenu de ces mots, et ça, ce serait bien d'arriver à vraiment redéfinir ça précisément, et ça redéfinira aussi l'utilisation du cannabis dans des circonstances différentes qu'un médicament pur et dur. Pour l'instant, c'est justement le parcours du patient qui va acheter du cannabis qui est un peu testé par notre étude nationale. Et là, pour l'instant, ça passe que par les pharmacies d'hôpital, puis les pharmaciens libéraux qui ont fait la formation, les médecins libéraux qui ont fait la formation pour comment dispenser ce cannabis. Donc c'est assez complexe et là c'est assez lourd. On ne peut pas dire demain, allez au CHU de Montpellier, on va vous prescrire ce cannabis. Oui. Votre expérimentation actuelle, vous comptez l'élargir, vous avez l'idée de l'élargir ou vous la on a fait le bilan avec la NSM il y a 15 jours. C'est actuellement trop lourd sur le plan administratif pour l'élargir. Pourquoi ? Parce qu'il y a un registre à remplir, une connexion Internet. La fameuse administration française. L'administration, oui. Il faut que le patient... Il faut écrire une ordonnance assez longue, manuscrite, sur une ordonnance sécurisée. C'est pire que la morphine. Actuellement, c'est pire que la morphine, mais c'est dans le cadre d'une expérimentation, ce qui est logique, pour voir les complexités, les mésusages, les incompréhensions, les erreurs qu'il pourrait y avoir dans la dispensation. À terme, il faudra... que les pharmaciens, je pense, se mettent dans ce créneau et que les laboratoires pharmaceutiques produisent des produits qui seraient adaptés à cette variabilité de susceptibilité de chacun d'entre nous. Et ça, c'est possible, ça, ou c'est un vœu pieux ? Non, le médicament, vraiment, avec le dosage individuel, c'est quasiment impossible, a priori. Oui, après, ça dépend aussi des autorités de santé, comment elles acceptent nos dossiers. C'est à nous aussi de les construire en ce sens. Mais ça, on en a discuté avec monsieur. Vous parliez de préparation magistrale. Il faudrait presque revenir comme au temps où les remboursements... Posologie, où comment dirais-je, le pharmacien préparait la crème ou les gouttes quasiment devant vous à demande. Réfléchi avant par le médecin sur le dosage, de toute façon. Et le médecin doit faire une titration. Ce mot titration, je ne sais pas si le public les comprend, mais c'est une adaptation précise, individuelle, de la quantité de THC ou de CBD pour un produit, enfin un patient donné et une maladie donnée. Est-ce que, ça c'est peut-être une question pour vous, M. Gonel, le monde médical dans son ensemble, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on visualise, est assez réactif, est assez attentif, est assez favorable à vos travaux, ou est-ce qu'il regarde ça de très loin avec une pince à linge sur le nez, si j'ose dire ? C'est ce que je vous disais juste avant. Bon, si on dit cannabis médicament, on est clair sur ce que l'on dit. Après, quand on commence à entrer dans médical, thérapeutique, il faut vraiment le définir avec les autorités de santé, les médecins, pour savoir de quoi on parle réellement. Parce que la signification n'est pas la même pour tout le monde. Donc ça, c'est un point, moi, je pense, notamment important. Le CBD, normalement, est considéré comme un complément alimentaire, presque. Oui, aussi, ça peut. Il est vendu dans toutes les boutiques. Absolument. Tout dépend de la quantité et du niveau de purification. Voilà. Alors, c'est pas forcément le sujet du jour, mais on y vient quand même. La fumette, est-ce qu'elle n'a que des effets négatifs ou est-ce qu'elle peut avoir des effets positifs chez certains jeunes, vieux, j'en sais rien, qui ont des particularités X ou Y ? Étant donné la diffusion actuelle de cette pratique de prise de cannabis, on peut dire que certains y trouvent certainement leur compte. Et justement, à Montpellier, on fait souvent... Mais quel compte ? Quel compte ? Un compte d'un apaisement sur une souffrance aussi psychosociale. En fait, le cannabis, c'est un produit qui agit sur beaucoup d'endroits du cerveau, beaucoup de matrices cérébrales, beaucoup de logiciels, des émotions, de l'empathie, d'un apaisement aussi onirique. Il y a plein de choses qui se produisent, positives, sur des patients qui sont peut-être dans une tension psychique excessive. Ceux-là trouvent leur compte dans cette fumette, comme vous dites. Mais d'autres, quand ils vont essayer ce cannabis, vont révéler des états de stress enfouis qui n'auraient pas été si gravement révélés s'ils ne fumaient pas. J'ai un camarade qui malheureusement a eu cette expérience à 16 ans. Il a fumé quelque chose qui est peut-être mal dosé ou mal construit et il a eu une décompensation sur le plan scolaire intense, très intense. Il en pleurait 30 ans après de cette expérience négative. Donc il faut se méfier d'un produit qui est certainement utile pour une partie de la population, mais qu'il faut contrôler parce que
Des jeunes actuellement sont en danger sur le plan de la conduite, de la mémoire, de la concentration. Et le cannabis très tôt pris dans l'enfance, c'est pour ça qu'il faut faire très attention, la diffusion ne doit pas être n'importe comment. Il risque de modifier le développement neurologique de l'enfant. Donc c'est un produit qui a une action large sur beaucoup de zones du cerveau, surtout les côtés neurologiques. Donc ça, c'est le côté négatif du produit. Bien que pour certains patients, là aussi, ça va apaiser des caractères particuliers. Des gens extrémistes, un peu tendus. Beaucoup de sportifs, dans le milieu de l'orthopédie sportive, à peu près, ma femme qui est anesthésiste, je ne vais pas faire comme Colombo, hein, ma femme qui est anesthésiste, elle a 40% de ces jeunes qu'elle voit pour des entorses du genou ou de l'épaule qui sont sous cannabis. Sous cannabis pas thérapeutique. Et donc là, ça pose un problème de leur fonctionnement, de leur comportement et de la réaction à l'anesthésie. Donc vous voyez, c'est assez complexe ce produit. Il doit être vraiment accompagné par les pharmaciens, par les laboratoires et par votre médecin. Monsieur Gonel, sur la fumette, vous avez le même avis ? Disons que tout ça, c'est un problème de réglementation et des autorités en charge. Nous, en tant que laboratoire, on ne prend pas position sur ce type de décision, mais Vous on en êtes prudent. revient plutôt au vocabulaire qu'on utilise et au type de produits qui pourront être proposés dans le futur. Et ça influencera sur la bonne ou la mauvaise utilisation. Moi, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. D'accord. Si vous avez des questions, N'hésitez pas à lever la main. Le même micro viendra vers vous. On en je a vois une. madame à droite au milieu. Voilà, absolument, madame. Est-ce qu'il y a d'autres ensuite demandes de prise de parole? N'hésitez pas à vous signaler. On vous écoute, madame. Ah, on ne vous entend pas, madame. Oui. Enlevez le masque, peut-être. 1, 2, 1, 2. Voilà. Bonjour. Moi, j'ai une petite question. On sait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont traitées par de la morphine ou des dérivés morphiniques en chronique pour des douleurs chroniques. Est-ce que vous pensez que dans le futur, ça pourra justement remplacer ces traitements qui ont beaucoup d'effets indésirables sur les personnes âgées, quoi? Monsieur Giniès ? Oui, non, je dis non, parce que quand on donne de la morphine à bon escient, pour les douleurs de cancer, par exemple, évoluées, d'arthrose importante, de dégradation cutanée, d'ulcères, de choses comme ça, la douleur est trop intense pour être calmée par le THC. Donc le niveau de puissance de ce produit en antalgie n'est pas très fort. Donc quand quelqu'un a bien été dosé en morphine, c'est difficile de dire je vais la diminuer et la passer à THC. On est dans des intensités d'efficacité antalgique beaucoup plus inférieures à la morphine. Donc si la morphine est bien... La morphine est plus forte que le cannabis. Beaucoup plus, elle est validée forte. On ne peut pas traiter un patient cancéreux avec des métastases osseuses par du cannabis. On peut l'améliorer sur le plan psychique, peut-être qu'il dorme mieux, mais on ne peut pas substituer un médicament très puissant par un médicament d'une très faible puissance. Toutes les études pharmacologiques précises sur le cannabis montrent que c'est faiblement antalgique. Et sa fonction de positive, elle est sur le côté psychique. Sommeil, amélioration, l'appétit est meilleur. Donc ce n'est pas incompatible de l'associer. Peut-être qu'on pourra diminuer un peu la morphine. Mais si la morphine est dosée pour la douleur de la chair, quelqu'un qui est rongé par un cancer, ce n'est pas suffisant. Ça serait diminuer la qualité d'un patient cancéreux ou âgé qui a besoin d'une dose d'antalgique puissante. Ok. Madame, devant. Bonjour, donc une question en fait pour les patients justement traités, touchés par des cancers. Il y a de très nombreuses personnes qui ont des douleurs chroniques, notamment liées en répercussion à certains traitements qui infligent des douleurs dites neuropathiques. Et donc on est évidemment très attentif à cette nouvelle expérimentation où il y a encore de nombreuses places. Hein. Dans les 3000, il y a encore, d'après ce que je sais, il y a à peu près 800 personnes qui sont actuellement dans cette expérimentation. Et en fait, on a compris que pour les personnes donc, touchées par des cancers, il ne fallait pas être sous traitement. Et du coup, ça limite grandement l'accès à ces patients douloureux chroniques à cette expérimentation. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait réfléchir avec les associations de patients et les expérimentateurs à ouvrir peut-être une partie de ces places à des patients, donc par exemple stabilisés avec des thérapies, mais qui ont des douleurs neuropathiques très importantes et qui à ce jour n'accèdent pas à l'expérimentation ?
Vous avez Pour raison, Monsieur il y Gignaes. a une interdiction actuellement de donner ce produit quand il y a une chimiothérapie en cours, parce qu'on ne sait pas si justement l'interaction de tous les récepteurs ne font pas diminuer l'efficacité du traitement anticancéreux chimiothérapeutique. Mais là, la dernière réunion qu'on a faite avec l'ANSM a dit qu'elle allait alléger ce type d'interdiction, pour en effet que ces patients-là bénéficient de cet aspect complémentaire de confort de vie que peut donner le THC, ou CBD avec ou pas, pour ces patients en évolution de leur cancer ou pas d'ailleurs. Donc c'est intéressant. Pour le côté antivomitif aussi, par exemple des chimiothérapies. Donc il ne faut pas enlever à ces patients qui ont des problèmes de traitement lourds un produit qui peut peut-être les améliorer. Vous avez entièrement raison. Donc il faudra, mais le côté pharmacologique strict interdit de faire une étude en mélangeant plusieurs produits, en disant s'il y a un risque, le produit sera accusé d'avoir aggravé les conséquences du cancer. Jean-Luc Gonel, oui. Oui, pour avoir une évaluation validée, effectivement, on ne peut pas tout mélanger, sinon on ne pourra rien conclure. C'est ça qui est important dans le développement Mais clinique. étant donné que pour les soins palliatifs, on avait cette limitation, ou pour les gens en évolution de leur cancer, on avait cette limitation, c'était vraiment interdire cette possible amélioration pour des gens que ça ne change pas grand-chose de fait d'associer, même si le risque existe, mais il est très minime, d'une diminution de l'efficacité de leur éventuelle dernière cure de chimiothérapie. Monsieur Gonel, on a dit tout à l'heure que vous étiez directeur de la business unit épilepsie chez GW Jazz Pharma. Parlez-nous un peu de votre laboratoire, ce qu'il fait. Et... Je crois que c'est intéressant, c'est de discuter de la façon dont il a été créé. En fait, ce sont deux neurologues qui se retrouvent dans la situation où nous sommes aujourd'hui. On parle qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le cannabis. Ils ont été confrontés à cette situation avec des patients qui étaient en situation un peu désespérée et qui eux-mêmes ou leur famille donnaient à leurs enfants du cannabis et donc pouvaient être pénalement poursuivis. Ils se sont dit mais pourquoi ne pas créer des médicaments à base de molécules qu'on extrairait du cannabis pour apporter le service rendu. Donc c'est comme ça que c'est créé à l'époque GW Pharma. Maintenant on fait quelle partie année d'un groupe en 1998, donc c'est relativement récent. Et donc maintenant on s'appelle GW Jazz parce qu'on a intégré une autre structure, mais peu importe. Et puis on a continué le développement de médicaments à base de cannabis, particulièrement dans qu'avaient rencontré ces médecins, c'est-à-dire des épilepsies rares, où là, il y a des besoins extrêmement importants et où les patients sont en échec de traitement. Et donc, c'est la piste qu'on va continuer à poursuivre au cours des années qui viennent. Très bien. Autre question dans la salle? Oui. Monsieur à droite, avec la chemise à carreaux. Merci beaucoup. Bonjour, déjà merci d'avoir intervenu sur ce sujet sensible. Je voulais donc poser une question au niveau légalisation. Est-ce que vous pensez que la légalisation du cannabis récréatif, en l'occurrence, pourrait aider à résoudre pas mal de problématiques que vous avez évoquées, liées à la jeunesse, liées à l'encadrement aussi de tout ce système? Voilà, qu'en pensez-vous? Mais vous m'avez piqué ma question de conclusion, c'est très bien. Bravo. Voilà. Bravo. Alors, sujet complexe. on ne peut plus délicat en ce moment. Il y a légalisé et légalisé. Qu'est-ce que ça veut alors, dire? voilà. Ça, parce que je ne vais pas parler pour le ministère de l'Intérieur, qui veut le moins légalisé possible. Dépénalisé, la disons. santé. Dépénaliser, oui. Alors, je pense qu'il va falloir peut-être dépénaliser ou légaliser. Mais pour ce qui est du cannabis, j'allais dire même un peu récréatif ou thérapeutique, il faudrait que ça soit une dispensation par des systèmes pharmacologiques guidés, contrôlés, évalués, et pas des mauvais produits. Donc ça serait bien. Jusqu'à ce cannabis de confort. Je ne sais pas, moi, je trouve que la dichotomie entre récréatif et thérapeutique, c'est pas si évident que ça. Non, la frontière, elle est quand même difficile à cerner. Voilà. Vous-même, vous n'êtes pas... Je ne suis pas certain que vous mettiez la ligne exactement au bon endroit tous les deux. Au Canada, ils Même endroit voient tous les qu'ils ont libéralisé des boutiques spéciales. Ce pas les pharmacies, mais c'est des boutiques ministérielles, officielles, qui délivrent le cannabis. Et bien là, il y a des gens qui ont de l'arthrose, donc des choses un peu gênantes, douloureusement, ils en prennent. Mais j'ai ce cousin au Canada qui dit le samedi, je suis fatigué, je vais prendre de façon ludique et récréative du cannabis. Vous voyez, dans la semaine, il le prend pour l'arthrose, dans le week-end, pour le confort. Alors, je ne sais pas si ça sera illégal, si c'est bien. En revanche, au Canada, ils ont libéralisé, il y a autant de trafic. D'accord. Et puis, pourquoi? Parce qu'on peut toujours trouver du produit beaucoup plus dosé, de produits plus agressifs, de produits plus mélangés. Et c'est le côté interdit que chacun des membres de la société, une partie des membres, braver les interdits, c'est ce qui rend le cannabis aussi efficace. Le jour où on va libéraliser, on va voir peut-être diminuer l'effet placebo positif. Et tout ce qu'on dit de positif va diminuer d'un cran. Parce que tout sera facile, ce sera comme un médicament ordinaire. Donc plus d'aura.
Là, tous les jours, on a 2 patients sur les 20 que je vois dans la journée qui me demandent de prescrire du cannabis. Ah oui. Donc, et en plus, au Canada, c'est interdit pour les moins de 20 ans ou 21 ans, vous voyez, les mineurs. Donc il y aura toujours du cannabis illégal, même si pour les mineurs. Et les mineurs sont souvent ceux dans lesquels le cannabis va être un impact grave sur le plan de concentration, conduite, mémorisation, scolarisation, et peut-être mise en place d'une tendance addictive plus grave. Donc on ne peut pas répondre parce qu'il faut répondre pour chaque pays en fonction de sa société. L'Espagne, la Hollande, l'Italie, l'Angleterre, ils ont libéralisé et chacun a des réactions différentes. Donc c'est difficile de dire un pays a super bien marché avec la libéralisation, un autre moins. C'est compliqué parce que ça va dépendre de la structure sociologique de la population. Jean-Luc Gonel, le mot de la fin sur cette question, dépénaliser, libéraliser. Voilà, je dirais qu'en tant que laboratoire pharmaceutique, c'est pas tellement moi à moi de prendre position pour cette décision-là. Je pense que tout ça, ce sera une décision politique, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, une meilleure connaissance du cannabis, et comment l'utiliser, et le bon vocabulaire pour savoir vers quoi on veut aller, et ça nous permettra de mieux comprendre les utilisations qui pourraient être faites autres que du médicament, domaine dans lequel moi je suis plutôt aujourd'hui spécialisé et partie prenante, bien sûr. Merci messieurs. Merci messieurs, on vous applaudit. Merci pour cette conférence. Alors, on va terminer cette matinée sur une très bonne nouvelle parce que vous êtes nombreux dans cette salle. Vous êtes également très, très nombreux derrière vos écrans. Je vous ai parlé de l'opération de notre partenaire Medtronic. On a déjà dépassé les 200 000 vues. Donc, déjà 20 arbres qui sont plantés et ce n'est bien sûr qu'un début. L'autre bonne nouvelle, ce sont toutes les conférences qui nous attendent cet après-midi. Nous allons parler de santé, d'environnement, de politique, de grand âge. Donc, on se donne rendez-vous dès 14h avec une table ronde sur la pollution. À tout à l'heure. Merci beaucoup.